Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de toutes les activités que j'ai proposées à mon fils à 16 mois. Comme toujours, cette vidéo fait partie d'une série dans laquelle je vous présente toutes les activités que je propose à mon fils durant sa petite enfance. Du coup, si les autres vidéos pour les autres catégories d'âge vous intéressent, n'hésitez pas à regarder la playlist que je vous mets dans la barre d'infos, ainsi que tous les petits disclaimers qui vont avec. Et sans plus attendre, on va du coup commencer par les activités qui sont présentes sur l'étagère ce mois-ci, en commençant par notre petit panier de langage avec cette fois-ci des petits animaux. Il s'agit en fait de petits rongeurs. Pour toutes celles et ceux qui suivent mes vlogs, vous savez que mon fils a en ce moment une espèce de phase dans laquelle il s'est fasciné pour les rongeurs, en particulier pour tout ce qui est rats et souris, parce qu'on a fait une sortie où on est allé dans le refuge de ma ville. Ils avaient une journée porte ouverte. Et à un moment donné, il a rencontré un petit rat qui était là, et ce fut une petite rencontre très brève, mais apparemment extrêmement marquante. Et du coup, j'ai décidé de capitaliser à fond sur cet intérêt qu'il manifestait et lui proposer des activités qui étaient en rapport avec ça. Vous allez voir, il y en a d'autres, ainsi que aussi un petit update de notre bibliothèque. Mais on commence déjà par du coup le panier de langage que je vous ai déjà montré dans toutes les vidéos. Techniquement, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. C'est vrai que nous ici, on se concentre beaucoup sur les animaux parce que je sais pas pourquoi. Ça n'a pas de raison spécifique, hein. Comme je vous ai dit, on pourrait prendre tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que les animaux ça fascine de toute façon les enfants de base, surtout comme je vous ai dit, là il a un intérêt spécifique pour les souris, du coup en plus ça rajoute quelque chose. Mais je pense que dans les prochains mois on va aller aussi sur d'autres choses qui l'intéressent, comme par exemple les machines de chantier. Ça c'est quelque chose qu'il trouve fascinant parce qu'on passe souvent à côté de chantier, du coup pour lui donner aussi le vocabulaire par rapport à des choses qu'il voit au quotidien, qu'il expérimente au quotidien et pour lesquels il a développé un intérêt personnel. Je trouve ça très important de suivre aussi du coup l'élan de l'enfant de ce point de vue là, parce que il va être beaucoup plus impliqué dans ce que vous allez lui présenter, et je pense aussi que du coup le vocabulaire va être aussi beaucoup plus facilement assimilé, vu que c'est quelque chose qui est très présent dans son quotidien, d'autant par le fait qu'il le voit dans son quotidien et qu'il l'expérimente de différentes manières, du coup dans les activités mais aussi dehors dans la vraie vie. C'était par exemple le cas du panier de langage du mois dernier, dans lequel j'avais présenté aussi beaucoup d'insectes et de petites bêtes qu'on voyait beaucoup dehors pendant nos balades. Et donc je vais me rapprocher un peu pour vous montrer ce qu'il y a dans ce petit panier, parce que c'est vrai que ce sont des animaux très petits. Là il faut voir aussi en fonction de l'âge de l'enfant s'il est déjà capable de ne pas tout mettre en bouche. Je sais qu'il y a encore des enfants qui à cet âge là mettent énormément de choses en bouche. Il faudrait voir du coup adapter la taille des objets qu'on montre, bien évidemment. Je sais que chez nous ce n'est plus le cas, il a arrêté de mettre tout le temps en bouche, donc ça se passe très très bien. Mais on a dans notre panier du coup un petit écureuil, un petit hamster, un petit cochon d'Inde, un écureuil terrestre et aussi du coup une souris qui est le favori absolu. C'est la troisième que j'achète parce qu'on en a perdu une, et on en a deux au cas où on en perd une, parce que vraiment il la trimballe partout. Et comme toujours, cette activité est vraiment super simple. Juste on prend le panier, on nomme chacun des petits objets qui se trouvent à l'intérieur, et puis quand on remarque que l'enfant a passé du coup le cap de la compréhension de ce que chaque animal était, on peut passer à l'étape suivante de la dit leçon en 3 temps que je vous présente à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut commencer à poser des questions à l'enfant, par exemple en lui présentant du coup l'intégralité des animaux présents dans le panier, et en lui demandant: est-ce que tu peux me montrer tel et tel animal, en se concentrant comme toujours sur les mots où on sait que l'enfant va pouvoir identifier correctement ce que vous lui demandez.
On n'essaye pas de mettre l'enfant dans une position d'échec, on n'essaye pas de le tester, on n'essaye pas de le mettre dans une situation où il ne va pas savoir, il va peut-être se sentir mal de ne pas savoir, ou ça va juste le désintéresser de l'activité. Donc dans notre cas par exemple, je sais qu'il connaît la souris et l'écureuil, et pour les autres c'est encore un peu compliqué de différencier. Du coup je ne vais pas lui poser la question pour les autres, je vais juste lui dire ce que sont les autres animaux, et à partir du moment où je constate qu'il y a une évolution dans sa compréhension de ce qu'est quel animal et quel nom est donné à quel animal, je pourrais les inclure aussi dans cette prochaine étape du travail. Mais pour l'instant voilà, je m'oriente à ce qu'il sait. Et d'ailleurs il y a quelque chose de très mignon aussi qu'il a commencé à faire il y a pas très longtemps, c'est parfois il prend des animaux et il vient les mettre comme ça l'un devant l'autre et il fait des petits bruits de bisous, comme si les animaux faisaient des bisous. Donc voilà, il y a une certaine un certain développement qui commence à se faire par rapport à la compréhension de comment ces objets fonctionnent, et que ces objets sont une représentation d'une réalité et pas seulement des objets en eux-mêmes. Donc voilà pour le panier de langage. Et dans le même thème, le thème des rongeurs, des souris, tout ça on a dans le casier suivant un puzzle. Et là pour le coup je vais pas vous présenter seulement ce puzzle, mais aussi celui qui est juste au dessus. On en a deux parce que j'ai dû changer l'activité en cours de route. Donc le premier puzzle qui était dans cette armoire de base, c'était celui-ci. Il s'agit d'un puzzle comme ceci, avec des petites formes à mettre à l'intérieur, donc carré, cercle, triangle, rectangle, ovale, voilà. Donc je le présentais comme ceci de manière défaite, et j'avais juste posé ça comme ça dans l'étagère. La raison pour laquelle j'ai dû changer cette activité assez rapidement, c'est que mon fils a réussi à faire cette activité en 2 secondes. Vraiment, je lui ai proposé, je lui ai mis ça sur l'étagère, et vraiment 2-3 jours plus tard, ça ne l'intéressait déjà plus, parce que à partir du moment où je l'avais sorti, il savait déjà la faire. Ce puzzle est l'évolution de celui que je vous avais montré il y a 2 mois, dans lequel il y avait seulement 3 formes. Et puis on était passé à la petite boîte où il y avait les formes en 3D à mettre dans les trous. Comme il avait eu beaucoup plus de mal avec ça, je me suis dit pourquoi pas revenir à la version 2D, mais apparemment la version 2 dimensions, ça fonctionne très bien. Vraiment, à chaque fois qu'il sortait cette activité, en 2 secondes elle était pliée. Donc il a très vite perdu l'intérêt dans cette activité, et moi je m'étais dit ok, c'est peut-être le signe qu'il est prêt pour un puzzle un peu plus compliqué. Et j'ai cherché un peu en ligne ce qu'il y avait, et j'ai craqué sur celui-ci. Je vais vous montrer d'un peu plus près pour que vous compreniez pourquoi. C'est un petit puzzle en fait avec du coup des rongeurs. On a un lapin, un cochon d'Inde et un hamster. Et déjà en l'achetant, j'avais un peu un doute si il allait être prêt pour ça, parce que du coup c'est des formes quand même assez compliquées comparées aux formes géométriques très simples ici. Il y arrive de temps en temps, mais ça le frustre quand même très rapidement. Donc je pense que ce puzzle, on devra peut-être le ressortir dans 1 ou 2 mois, parce qu'en plus de ça je suis obligée vraiment de positionner les pièces dans le bon sens, juste au-dessus de l'encoche où elles sont censées aller. Du coup ça défie un peu le principe du puzzle, qui est vraiment de comprendre ok, comment est-ce que je dois tourner la pièce. Je vois qu'il n'a pas encore cette compréhension là, ce qui pour les formes géométriques était beaucoup plus simple, parce qu'il y avait plusieurs possibilités pour les rentrer dans une encoche. Si par exemple vous prenez le carré, il peut se mettre comme ça, mais il peut aussi se mettre comme ça, alors que ces formes-ci, on peut les mettre que dans un sens. Et donc ça c'était encore un peu compliqué pour lui, mais j'ai quand même décidé de laisser ce puzzle ici, de pas en racheter un 3e ce mois-ci. On verra le mois prochain ce qu'on trouve, et du coup on a surtout utilisé ça pour une activité de langage supplémentaire. La dernière activité que j'ai choisie pour rester un peu dans ce thème des rongeurs, c'est celle que vous voyez juste au-dessus. Il s'agit du coup d'un petit fromage avec un petit stylo comme ça à mettre dans les trous, et ce petit stylo du coup est en forme de souris, ou a du moins 2 oreilles, un petit museau et des petites moustaches. Et le but étant du coup de juste passer le stylo avec la corde dans les différents trous, de faire un certain nombre de lassages, et puis de les refaire dans l'autre
l'autre sens pour délacer. Ce qu'il est en train d'essayer de comprendre, c'est que après avoir mis ce petit stylo dans le trou, il faut le lâcher et venir le prendre de l'autre côté pour effectuer du coup l'action contraire, puisque dans un sens on pousse et dans l'autre sens on tire. Du coup il y a toute une compréhension qui doit s'installer par rapport à ça, et je vois que ça s'installe petit à petit, mais comme ça ne l'intéresse pas plus que ça, et bien il n'y met pas vraiment énormément de cœur. Chaque mois je le constate de nouveau, mais si l'enfant ne s'intéresse pas de manière intrinsèque pour quelque chose, et bien vous pouvez lui présenter tout ce que vous voudrez, ça ne fonctionnera pas aussi bien que ce qui le fascine sur le moment. Avant de passer aux autres activités que j'ai sur l'étagère, je vais vous présenter 2-3 petits livres du coup sur ce thème des rongeurs que j'ai dans la bibliothèque en ce moment. On a celui-ci, Mes amis les souris, que j'ai trouvé de seconde main parce que c'est un livre aussi qui est assez vieux, voilà, de 1992. C'est un livre des éditions Beaumont et les images ne sont pas exactement ce que moi je préconise du coup dans les livres que je montre à mon fils, c'est-à-dire des images extrêmement réalistes et du coup des histoires aussi qui montrent des choses proches de la réalité. Mais bon, je trouvais que ça allait encore. Les dessins sont voilà, assez réaliste pour que ça soit ok et pour que lui aussi ait tout de suite reconnu qu'il s'agisse de souris. Et en fait du coup c'est des petites souris qui mangent tout et n'importe quoi. Ensuite on a celui-ci, La souris et autres rongeurs de chez Gallimard, de la série Mes premières découvertes. Donc ça je ne vous les présente plus, je les adore. Et finalement le dernier que j'ai trouvé, c'est Les petits animaux de mon jardin de Flammarion Jeunesse. Là aussi, comme vous voyez, des dessins assez réalistes avec comme ça des petits clapets. Et ce que je trouvais super bien dans ce livre, c'est que il y a non seulement du coup certains des animaux qu'on a dans nos corbeilles de langage, mais aussi certains des animaux du mois précédent. Donc par exemple l'escargot qu'il connaît très bien et qu'il a aussi beaucoup aimé. D'ailleurs le livre sur l'escargot est aussi encore dans l'étagère parce que c'est un de ses livres préférés et qu'on voit encore toujours beaucoup d'escargots dehors. Et du coup voilà ce que j'ai rajouté ce mois-ci sur cette thématique là. On a une autre thématique que j'ai abordée avec lui ce mois-ci pour la première fois, et c'est la thématique des couleurs. Je passerai tout de suite à l'activité que j'ai installée pour ça. On a du coup celui-ci aux éditions Hatier qui se veut du coup directement inspiré de la pédagogie Montessori. Vous savez ce que je pense de ce genre de choses, que c'est beaucoup plus du marketing que autre chose, mais je le trouvais quand même très joli parce que on a quelque chose quand même de très simple avec des dessins très réalistes et qui se focus vraiment juste sur les couleurs. Voilà, donc on a le bleu, le jaune, le rouge et pas le vert parce que les trois couleurs primaires ne sont que jaune, bleu et rouge. Et ensuite on a du coup toutes les couleurs secondaires qui arrivent par la suite, à chaque fois aussi avec des petits exemples. Et ce qui est top, c'est que là aussi l'exemple pour le gris, c'est la souris. Du coup il y a une espèce de cohésion qui se fait avec tout le reste. Et on a aussi ce petit livre là, voilà, c'est un petit livre en allemand qu'on a trouvé juste ici dans une bibliothèque à livres. Il s'agit d'un petit livre comme ceci avec sur chaque double page du coup des éléments pour chaque couleur. Et l'activité que je lui ai présentée en lien avec ça, c'est une activité qui est du coup typiquement montessorienne. Il s'agit de cette petite boîte. Donc à l'intérieur on a en fait des petites tablettes comme ceci avec les trois couleurs primaires, donc le bleu, le jaune et le rouge. Et du coup c'est en double exemplaire, donc on a deux de chaque couleur. Et en fait l'activité consiste tout simplement à prendre du coup dans la boîte une tablette de chaque couleur, de juste la prendre, la nommer et la poser devant l'enfant. Donc on a du jaune, du bleu, du rouge.
Et au début on peut très bien s'arrêter là et juste présenter ça, repasser dessus, renommer toutes les couleurs une à une et peut-être aussi voir si l'enfant est déjà capable de formuler quelque chose qui ressemble en fait à ce que vous dites. Je vous avoue que moi j'ai été très étonnée de voir que Léandre essayait déjà de formuler des sons qui ressemblent en fait à ce que je dis. Et ce qu'on a commencé à faire ensuite aussi, qui est la deuxième étape de cette activité, on peut aussi de nouveau faire une leçon en 3 temps bien évidemment avec ça, mais c'est de venir matcher en fait et bien les tablettes qui restent avec les couleurs qui sont déjà posées par terre. Donc le rouge avec le rouge, le bleu avec le bleu et le jaune avec le jaune, bien évidemment. Donc je lui ai présenté cette activité de la sorte et je vois qu'il arrive à discriminer les couleurs et voir que le rouge va avec le rouge, etc. Mais il est très frustré par le fait qu'il n'arrive pas lui-même à bien les superposer l'un par-dessus l'autre. Du coup, voilà, l'activité le frustre un peu, mais je crois que il a compris déjà cette discrimination de couleurs qui est du coup le sens même de l'activité. Et donc, eh bien, je pense qu'on va pouvoir le mois prochain passer à des activités de triage de couleurs. On essayera ça, et ça donc la première étape pour l'introduction dans les couleurs, ça a très bien fonctionné. Bon, je pars de nouveau depuis très longtemps et on a à peine fait la moitié des activités, on doit encore faire la vie pratique, donc on va passer assez rapidement sur les 4 dernières activités qui restent, puisque du coup celle-ci je vous avais déjà présenté le mois passé. Il s'agit du coup de ces petites boîtes comme ça qui ont du coup des fermetures particulières, et donc en fait on a une petite forme à mettre à l'intérieur, et pour récupérer la petite forme il faut venir ouvrir la fermeture. Ce mois-ci j'en ai 2, mais comme vous voyez il n'y en a qu'une seule dans l'étagère parce que après 2-3 semaines j'ai remarqué qu'il ne touchait plus vraiment l'activité, parce que je pense que juste il en avait fait le tour, et du coup comme c'était tout un set avec 6 différentes boîtes, j'ai décidé d'en mettre une autre, et du coup on change ça dès que je vois que le fermoir ne l'intéresse plus et qu'il est prêt à passer à autre chose. Juste à côté on a l'instrument de musique de ce mois-ci, on a du coup un petit tam-tam. Contrairement à l'instrument du mois passé, il n'a pas vraiment investi celui-ci, mais de temps en temps quand j'étais vraiment assise là avec lui, je lui tapais comme ça des petits rythmes dessus, et ça il trouvait ça quand même intéressant. Ensuite juste au-dessus on a une autre activité que j'ai un peu improvisé. Il s'agit en fait d'un jeu que j'ai récupéré de chez ma maman, qu'elle avait acheté pour nous quand on était enfant, et en fait il s'agit comme ça de petites cartes en bois avec l'ombre d'une forme dessus, et puis comme vous voyez ici du coup les petites formes qui vont avec, et j'en ai plein des comme ça. C'est un jeu qui est beaucoup plus grand que juste 3, mais je m'étais dit pourquoi pas en sortir déjà 3, et comme vous voyez bien évidemment le choix des couleurs n'est pas anodin, et du coup je positionnais les cartes par terre devant lui et il essayait de les mettre dessus. Ça a plutôt pas fonctionné. Vraiment, je voyais qu'il comprenait le principe qu'il y avait une forme qui allait sur chaque petite carte, mais comme contrairement au puzzle, il n'y avait pas de feedback direct de l'activité qui lui disait si c'était bon ou non, parce que du coup la pièce de puzzle, quand vous la mettez dans cette encoche et qu'elle est dedans et que c'est juste, et bien ça ne bouge plus, elle reste fixe dans son encoche, et du coup ça lui donne directement un feedback sur si c'est juste ou pas ce qu'il a fait. Ça lui a pas plu, je sais pas si c'est parce que ça le frustrait qu'il n'arrivait pas encore à être assez précis pour le mettre exactement dessus, mais j'ai quand même vu que la discrimination des formes et le fait de reconnaître quelle forme va sur quelle ombre est acquis. C'est vraiment juste une question de motricité fine et de concentration sur vraiment le fait de poser ça exactement à l'endroit sur lequel il faut, qui est encore un peu difficile pour lui et qui le frustrait, et qui du coup a fait que il a sorti cette activité 1 ou 2 fois au début quand elle était nouvelle, et puis il a plus du tout touché. Et finalement la dernière activité que j'ai sortie pour lui ce mois-ci, c'est une activité que je savais qui était encore trop difficile pour lui, mais je l'ai quand même sortie parce que juste
c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Il s'agit d'une petite planche comme ceci, avec du coup des petites vis comme ça qui se vissent dedans et l'outil qu'il faut pour les dévisser, donc voilà, comme ceci. Vraiment l'activité en soi est top, elle est hyper bien designée, il y a un endroit pour tout ranger, c'est vraiment super bien pensé. Il y a aussi d'autres niveaux, donc avec un tournevis, des trucs comme ça, et je suis sûre que c'est des activités que j'achèterai aussi dans le futur, mais la raison pour laquelle je l'ai sorti actuellement alors que je sais que c'est encore un peu difficile, c'est que mon fils adore à chaque fois que je fais des trucs dans l'appartement et que je sors la caisse à outils, il adore prendre exactement cet outil là et essayer de le mettre un peu partout et d'essayer de voir les trucs dans lesquels ça rentre et de visser. Et du coup en fait le but de cette activité n'était pas forcément de venir dévisser les petites vis, mais plutôt réussir à mettre ce petit embout de forme hexagonale dans les petits trous de sorte à ce qu'il puisse ensuite visser. Et ça, je vous avoue que ça a plutôt bien fonctionné. Ça lui a pris quelques jours avant de vraiment réussir et il arrive maintenant à prendre du coup l'outil, le mettre dedans et visser, mais il comprend pas encore qu'il doit visser que dans un sens. Du coup il fait un peu des va-et-vient et à partir de là ça commence à le frustrer parce qu'il comprend que techniquement l'étape suivante ce serait de venir sortir la petite vis et ça l'intéressait énormément. Du coup c'est vraiment une activité qui a été sortie presque quotidiennement pendant 2 semaines et c'est la raison pour laquelle je l'ai quand même mise malgré le fait que je savais que je plaçais mon fils devant un échec puisqu'il n'allait pas réussir à arriver au bout de l'activité. Donc c'est souvent une activité que je faisais avec lui et dans laquelle je l'accompagnais pour pouvoir l'aider et ne pas être du coup face à cet échec. Mais donc voilà, c'est une activité qu'on ressortira très probablement dans quelques mois et on verra quand est-ce qu'il arrive vraiment à la faire du début à la fin, mais on est déjà très bien parti. Concernant la vie pratique, on va devoir bouger et on va faire un premier arrêt dans la cuisine. Donc comme toujours, j'implique Léandre au plus possible dans les activités que je fais au quotidien et énormément dans la cuisine parce que je suis quelqu'un qui personnellement adore cuisiner et je passe aussi beaucoup de temps à préparer plein de choses. Du coup, je ne vous présente plus la petite tour d'observation et je vous en parlais déjà les mois précédents, mais j'essaye de lui donner de plus en plus de possibilités de m'aider. Et là ce mois-ci il a commencé à développer un intérêt tout particulier pour les odeurs qu'il y avait dans la cuisine. Donc à chaque fois que j'ajoute des épices dans un plat, j'ai toutes les épices en fait là-haut, juste au-dessus de lui, du coup je tends aussi la main juste au-dessus de lui quand je vais les prendre et à chaque fois il me fait le signe qu'il a envie de sentir et du coup je lui tends le bocal juste en dessous du nez pour qu'il puisse sentir les différentes odeurs. Un autre truc qu'il a aussi beaucoup aimé le mois dernier, c'est en fait un mixeur, je sais pas comment on appelle ça, mais un mixeur lame S, mais pas fixe, enfin un truc, voilà, enfin, vous voyez sur les vidéos. Et comme il arrive maintenant à appuyer en fait sur le bouton qui fait que ça mixe, et bien c'est lui qui me pulvérise toutes les choses dont j'ai besoin, qui mélange tout avec cet ustensile là. Sinon ce qu'on a commencé à faire aussi activement ce mois-ci, c'est utiliser un arrosoir. C'est une activité que je fais que quand je suis vraiment 100% disponible pour lui et d'ailleurs je n'arrose mes plantes que quand lui n'est pas là ou quand il dort parce que à chaque fois il veut absolument m'aider et c'est pas quelque chose que je peux faire comme ça juste à côté en faisant autre chose. Je dois vraiment l'accompagner dans cette activité étape par étape. Donc ce que je fais en fait avec lui, c'est que je n'arrose que les grandes plantes. Donc on a celles dans la cuisine, dans le salon, celles où les pots en fait sont au sol et celles où il y a aussi des gros pots et qui sont des grosses plantes. Ça ne les dérange pas trop d'avoir de temps en temps un petit peu trop d'eau. Mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais lui remplir son arrosoir. Je vais vraiment pas mettre énormément à l'intérieur et je vais surtout diriger son attention sur la manière de prendre
en fait l'arrosoir et de la manière de laquelle on a marché avec l'arrosoir. Du coup je lui demande vraiment de le prendre dans les deux mains, donc une main sur la anse et l'autre main sur le bec de l'arrosoir, parce que s'il a juste la main sur la anse, au bout d'un moment il marche comme ça. Et du coup, bah, il arrose tout sauf la plante. Et pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment aussi que je fasse exactement la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une activité qu'on ne peut pas faire comme ça à la va-vite, puisque moi aussi je dois me concentrer. Et c'est aussi pour ça que je n'arrose mes plantes que quand lui ne me voit pas, parce que je vous avoue que j'ai pas moi le réflexe de prendre l'arrosoir comme ceci, alors que quand je le fais avec lui, eh bien je veux qu'il me voie faire la même chose pour que lui aussi prenne l'arrosoir de cette manière, pour éviter que toute l'eau soit étalée par terre et qu'il se blesse, parce que qu'il y ait de l'eau par terre en soi, ça ne me dérange absolument pas. Mais du coup voilà, pour l'instant on est en train d'apprendre vraiment à faire ça. Ça commence à porter ses fruits, c'est la répétition qui va faire que ça va fonctionner. Et puis du coup je lui montre la plante à arroser et il adore mettre juste de l'eau dedans. Ça, le geste d'arrosage marche très très bien, surtout avec ce petit arrosoir qui a en fait, comme vous le voyez, un rebord comme ça par dessus. Je vous mets le lien de toute façon dans la barre d'infos, ce qui fait que il est super facile à remplir quand il sera assez grand pour passer à cette étape de remplissage lui-même. Et ensuite quand il arrose, eh bien l'eau ne ressort pas par devant. Du coup il a une vraie possibilité d'apprendre en fait à faire ce geste d'arrosage. Du coup cet arrosoir, je le trouve vraiment top pour ça. Notre dernière étape de cette vidéo va être la salle de bain, puisque c'est là où le plus grand changement s'est opéré ce mois-ci. Comme vous le voyez derrière moi, on a un petit meuble avec un lavabo taille enfant pour lui permettre en fait d'entrer dans toute cette partie des soins personnels, des soins corporels, et lui permettre en fait d'avoir le plus possible d'autonomie dans ce domaine-là. Donc très rapidement pour la technicité, on a ici en bas deux petits bidons, un bidon d'eau fraîche et un bidon pour les eaux grises, et du coup on a ici ce petit robinet qui est en fait une pompe avec un bouton pour qu'il vienne pomper l'eau du bidon d'eau fraîche. Et à côté de ça on a un petit miroir, la brosse pour se brosser les cheveux, ainsi que brosse à dents et dentifrice. Alors par contre c'est quelque chose qui n'est absolument pas nécessaire. C'est souvent une des illusions qu'on a quand on entend parler de la pédagogie Montessori. On voit toutes ces belles images de maisons avec tout plein de choses qui sont au niveau des enfants, soit construits soi-même, soit achetés à des prix exorbitants. L'idée en fait dans la pédagogie Montessori n'est pas du tout d'avoir tout en miniature parce que c'est trop mignon et voilà, c'est trop cool d'avoir tout vraiment taille enfant. L'idée est que on puisse donner accès librement à l'enfant de faire en fait ce qu'il a envie de faire au moment où il a envie de le faire. Et nos maisons d'adultes qui sont faites pour que nous adultes nous puissions utiliser tout de manière la plus accessible possible, et bien ne permet pas à ces petits êtres de faire d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on voit souvent des petits meubles avec des lavabos ou des petites armoires, des petites cuisines, des trucs comme ça. Et certes c'est une possibilité de le faire, et la raison pour laquelle on le voit autant sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est vrai que c'est mignon et c'est vrai que c'est adorable, et c'est pour ça que ça fonctionne très bien, c'est du contenu qui fonctionne très bien. Mais ce qui fonctionne aussi très très bien, c'est d'avoir un petit marchepied, des petits escaliers comme ça qu'on mettrait en fait devant le lavabo qu'on a déjà à la maison, et qui permettrait à l'enfant d'avoir juste accès à ce qu'on a déjà, qui est une méthode beaucoup moins coûteuse et qui prend aussi beaucoup moins de place, parce que pas tout le monde a la place dans sa salle de bain de rajouter tout un meuble pour l'enfant. Et voilà, en fait on permet comme ça à l'enfant d'avoir accès et d'y aller librement, et pas d'être dépendant de notre disponibilité à l'aider à accéder au lavabo pour pouvoir se laver les mains, se brosser les dents, etc. Il faut vraiment comprendre ça de l'aspect de l'indépendance plutôt que de l'aspect mignon de petites choses au niveau des enfants.
Donc voilà, ça devait être dit, hein, pas besoin d'investir des centaines d'euros dans des meubles spécifiques taille enfant. Il est aussi tout à fait possible de donner accès aux affaires que nous on utilise déjà aux enfants pour leur permettre en fait cette indépendance. Mais moi personnellement j'ai décidé de créer en fait ce petit meuble là parce que j'ai la place et j'avais très envie de le faire. Je vous avoue que les premières semaines j'avais juste mis le tuyau d'eau usagée dans le premier bac, enfin dans ce bidon là il y avait juste un bidon, donc c'était un cercle continu, parce que les premiers jours vraiment c'était juste pour lui de la découverte, d'appuyer sur le bouton, de l'eau qui coule, d'en mettre vraiment totalement partout. Du coup voilà, les premiers jours c'était beaucoup plus l'excitation de quelque chose de nouveau, mais je vous avoue que cette phase est assez rapidement passée et maintenant on apprend vraiment à l'utiliser petit à petit et à l'intégrer dans notre quotidien. Donc voilà, je l'utilise le soir pour mouiller sa brosse à dents, pour lui remplir un petit fond de son gobelet à la fin du brossage de dents pour se laver la bouche. Et ce genre de petites choses. On va aussi très certainement bientôt instaurer le processus de lavage de mains. Donc je vais aussi lui mettre un petit savon, un petit essuie et tout ça. Donc vraiment j'essaye d'instaurer ça étape par étape en lui montrant le déroulé de toutes ces choses, parce que y a un certain ordre à respecter et c'est beaucoup pour un petit de visualiser tout ça et de se rappeler de tout ça. Mais voilà donc le plus gros update de vie pratique qu'on a eu ce mois-ci dans notre salle de bain, et sur ce on va terminer cette vidéo ici. J'espère donc comme toujours que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir en laissant par exemple un petit commentaire. Comme je vous disais au début, il s'agit d'une vidéo qui est intégrée dans une longue liste, donc si jamais vous avez envie de regarder les vidéos pour les mois précédents, n'hésitez pas à aller regarder la playlist et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir les vidéos pour les mois suivants. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous.